Je reçois Arnaud Robinet, qui est un fidèle de Salon CE. Merci Arnaud de cette visite et merci de cette fidélité. Merci Jacques pour ton invitation. C'est toujours un plaisir en tout cas de venir vous rendre visite. Alors hier, il y avait le discours de politique générale du Premier ministre et le vote de confiance. Donc la majorité des députés a voté la confiance. Est-ce que tu as voté la confiance au gouvernement? Non, je n'ai pas voté la confiance. C'était un non-événement. Beaucoup de tapage médiatique autour du discours de politique générale du Premier ministre. Il était clair que le vote de confiance, le Premier ministre allait l'avoir. Mais je crois que ce discours de politique générale s'inscrivait dans un contexte un peu particulier de crise économique. On le voit aujourd'hui avec notamment une augmentation encore des demandeurs d'emploi. On le voit, la croissance qui ne repart pas. Une crise politique, puisqu'on le voit au sein même de la majorité, il y a ces fameux frondeurs et ils ont été plus nombreux qu'il y a quelques mois hier pour voter ou s'abstenir par rapport au discours du Premier ministre. Et puis également une crise, je dirais, de confiance. On le voit, un président de la République à 13%, un Premier ministre également qui n'a plus la confiance de ses concitoyens. Ça ne me réjouit pas. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse tous ensemble se ressaisir. Nous avons de grands défis devant nous. Et puis, je dis attention, moi je suis républicain et je veux sauvegarder ou sauver nos institutions. Je ne fais pas partie de ceux qui appellent à une dissolution ou à une démission du président de la République. Je dis attention à nos institutions. Alors, toi qui es parlementaire, si tu étais à la majorité, que tu sois en désaccord avec le gouvernement et que tu sois dans la catégorie des frondeurs, est-ce que tu aurais voté la confiance ou est-ce que tu te serais abstenu comme ces frondeurs? Mais je dirais qu'il doit y avoir des discussions et je n'ai pas de leçon à donner au groupe PS à l'Assemblée nationale. À notre époque, lorsque nous étions dans la majorité, nous avions également nos difficultés. Mais je crois qu'il aurait fallu de la discussion, il aurait fallu peut-être de la concertation au sein de la majorité. Moi, je crois que les frondeurs aujourd'hui, ce qu'ils reprochent au président de la République et à son Premier ministre, c'est de ne pas être, d'appliquer, je dirais, les promesses et le programme pour lequel François Hollande a été élu. Je le dis clairement, le discours de Manuel Valls à l'université du MEDEF me convient parfaitement. J'aime les entreprises, certes, les entreprises créent l'emploi, ce sont des beaux discours. Maintenant, quels sont les actes? Le discours ou les propos de M. Macron, je dirais, vont dans le bon sens. Quand on parle d'assouplissement, notamment du temps de travail, du code du travail, ça va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, après, les paroles, c'est une chose, les actes, c'est autre chose. Et je comprends que nombre de parlementaires socialistes de la majorité actuelle soient un peu perdus par rapport aux promesses et au discours du président de la République lorsqu'il était en campagne. Je n'oublie pas, j'ai un ennemi, il est invisible, il s'appelle la finance. On voit d'où vient le ministre de l'économie et on voit quelle est la politique que souhaite mener. Enfin, une politique menée, elle n'est pas menée, en tout cas elle n'est pas actée, mais on voit bien les discours du président de la République et du Premier ministre. Alors, parmi les réformes à venir, bon, il y a le Code du travail qui va être réformé pour la xème fois. Toi, ton dossier, c'est les retraites. Est-ce qu'on va vers une nouvelle réforme des retraites? À quoi elle va ressembler? Est-ce que c'est sous cette majorité-là qu'on va encore avoir un bouleversement de la retraite? On a aujourd'hui de graves difficultés concernant notre système de protection sociale dans son ensemble. Et j'aime dire que l'année prochaine, nous allons fêter les 70 ans de notre système social qui a été mis en place par les 70 ans des CE aussi. Et les CE aussi, qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance. On n'a jamais véritablement réformé ce système de protection sociale. Nous avons mis des pansements sur une jambe de bois et on voit aujourd'hui ce système est à bout de souffle. Il nous faut le réformer, mais quand je dis le réformer, c'est bien sûr en respectant les valeurs qui sont les nôtres et notre tradition, nos traditions aussi bien républicaines, mais également de solidarité. Mais nous devons réformer en profondeur ce système. Et on le voit aujourd'hui, le système des retraites est également à bout de souffle. Je l'avais dit à la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, les mesures annoncées ne sont pas les bonnes. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Je vais mener un travail pour regarder un an après ou un an et demi après où nous sommes aujourd'hui après cette réforme. Le déficit n'a pas bougé. Les régimes complémentaires, certes gérés par les partenaires sociaux, sont en grande difficulté. Le fameux compte pénibilité, nous l'avions pointé du doigt en disant attention, c'est une usine à gaz. Aujourd'hui, aucun décret n'a été signé pour sa mise en place. Donc on le voit, il va falloir revenir sur une réforme. Je ne sais pas si le gouvernement aura le courage de faire une énième réforme des retraites, mais en tout cas, s'il faut en faire une, il faut y aller véritablement en profondeur. Il faut revoir la durée du temps de travail, je le dis. Il va falloir travailler plus longtemps. Les 60 ans ou les 62 ans, pour moi, sont insuffisants. Il va falloir
arrêter également de vouloir gommer toutes les inégalités lorsque l'on met en place une réforme des retraites. Je prends notamment la question de la pénibilité, de l'égalité homme-femme. Ce sont des points que nous devons aborder, et tout moins qui concernent la carrière professionnelle. Et il faut que l'égalité homme-femme, elle s'applique durant la carrière professionnelle. Il faut prendre des mesures pour qu'il y ait une véritable égalité entre les hommes et les femmes. La pénibilité, il faut continuer à accompagner les entreprises. Dans le bâtiment, de nombreux efforts ont été faits. Mais on ne peut pas demander à une réforme des retraites de gommer les inégalités. Ce n'est pas possible. Une réforme des retraites, elle doit être là pour garantir un équilibre financier, c'est-à-dire garantir une retraite décente à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, à l'époque où Bernard Van Grenès était président de l'AGIR, qui nous avait dit si on crée 1 million d'emplois aujourd'hui, on sauverait le régime de retraite. Est-ce que prendre le problème par le bon bout, c'est pas créer des emplois plutôt que d'aller faire travailler les gens plus longtemps? Parce que si on les fait travailler plus longtemps, on répartit plus l'emploi. C'est un peu un cercle vicieux, un serpent qui se mord la queue. On ne sait plus par quel bout le prendre. Il est vrai que la question de l'emploi est primordiale, mais elle ne résoudra pas tout. Concernant cette notion de partage du travail, je n'y crois pas du tout. Ça a été la grande idéologie de la gauche ces dernières années. Travailler moins longtemps pour partager le travail, ça a été un des arguments concernant les 35 heures, et on le voit aujourd'hui. Ce partage du travail ne fonctionne pas. Le travail, ce n'est pas un gâteau qu'on se partage entre générations. Le travail, ça ne se décrète pas, ça se crée. Il faut créer de la croissance, il faut créer de la richesse. Ce sont les entreprises. Donc accompagnons les entreprises. Mais attention, j'ai entendu le MEDEF, j'ai entendu le président Gattaz. Je dis que le MEDEF aujourd'hui, certes, il parle beaucoup pour les grandes entreprises. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on parle des PME, des PMI, des artisans, des commerçants, ceux qui créent véritablement l'emploi au quotidien dans nos territoires, dans nos villes, dans nos communautés d'agglomération. Donc c'est à eux qu'il faut penser. Les patrons du CAC 40, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que le président du MEDEF voudrait faire travailler plus longtemps dans la semaine, travailler le dimanche, etc. etc. Mais quand vous dites les 35 heures, c'était une utopie, on a lu récemment, le fondateur de Google, par exemple, dit l'avenir est à la baisse du temps de travail. Alors, sur le débat des 35 heures, je fais partie de ceux dans ma formation politique qui considèrent que le débat sur les 35 heures est un vieux débat qui est totalement dépassé aujourd'hui. Et que je ne crois pas du tout au discours qui dit que nous allons travailler 39 heures, payer 35. C'est aujourd'hui impossible. Par contre, laissons les 35 heures, mais donnons la possibilité aux entreprises de mener des négociations, soit dans les branches, soit au sein même des entreprises. Il faut arrêter de vouloir uniformiser le temps de travail sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai des PME à Reims, dans ma ville, qui n'ont pas les mêmes besoins, la même activité qu'une PME ou qu'une entreprise sur Paris ou qu'en région PACA à Marseille, cher Jacques. Donc oui, laissons plus de liberté d'entreprise de négocier avec les partenaires sociaux, mais revenir sur les 35 heures, c'est pour moi une utopie. C'est un débat qui est dépassé. S'il fallait revenir sur les 35 heures, c'était en 2002, voire en 2007. Les 35 heures, ils ont bientôt 20 ans. Voilà. Soyons modernes et essayons d'avancer de façon beaucoup plus pragmatique. Comment prenez-vous cette annonce du fondateur de Google qui dit l'avenir est au temps partiel et à la baisse hebdomadaire du temps de travail? Mais le fondateur de Google, peut-être que dans son entreprise, dans son secteur d'activité, peut-être que la baisse de travail peut s'appliquer. Très bien, je ne suis pas opposé, mais je ne suis pas sûr que dans des petites entreprises, des PME, des PMI ou autres, la baisse de travail est une solution. Il a été rejoint par d'autres. Ça a l'air d'être une thèse qui aujourd'hui est la thèse naissante des gens qui cherchent et qui se disent tiens, dans la baisse du temps de travail, il y a peut-être une solution à la création d'emplois. On est dans l'idéologie du partage du travail, ça ne fonctionne pas. Les 35 heures en France, on voit le résultat aujourd'hui. Enfin, je veux dire, avec les crises, etc., on a un chômage comme on n'en a jamais connu. Et si c'était une bonne solution de baisser le temps de travail, pourquoi d'autres pays européens ne nous ont pas suivis? On voit aujourd'hui le résultat. Alors, peut-être que le fondateur de Google, ça peut fonctionner dans son entreprise, mais je ne suis pas sûr. Moi, je veux qu'on arrête d'uniformiser à chaque fois sur l'ensemble du territoire des mesures. La vie aujourd'hui, c'est pas ça. Le monde a évolué, notre société a évolué. Les entreprises n'ont pas forcément véritablement besoin des mêmes besoins, des mêmes, cadres législatifs, notamment concernant le temps de travail. Et je le dis aujourd'hui, nos territoires évoluent et essayons un peu plus donner de liberté à nos régions et à nos territoires et arrêtons de vouloir tout pariser
parisianisé, si je peux me permettre. C'est sûr, mais la France est un État terriblement centralisateur et c'est peut-être que la réforme de la carte administrative va peut-être donner plus de prérogatives aux régions, puisque maintenant on va fusionner département-région, et peut-être que la phase 2 de cette réforme-là va être donnée un peu plus de prérogatives. Je n'ai pas parlé d'autonomie, je n'ai pas parlé d'indépendance, mais un peu plus de prérogatives. Sur ce débat, je pense qu'il faut une réforme territoriale. Et droite comme gauche, là-dessus nous sommes d'accord. Après, il y a la question de la forme et la question du fond. Sur la forme, moi, ce que je dénonce, c'est la méthode qui était employée. Une carte est sortie de la commission des lois un vendredi. Le mardi, on apprend qu'à l'issue de la réunion du groupe socialiste à l'Assemblée, une autre carte est proposée. Il y a un déni de démocratie, un déni du travail parlementaire sur ce point. Deuxièmement, il y a deux théories. Il y a les régionalistes et les départementalistes. Moi, je pense véritablement qu'on pouvait garder les mêmes régions, les mêmes frontières, mais supprimer les départements. Aujourd'hui, quelles vont être les économies? Je ne sais pas. Les grandes régions, si je prends la région Champagne-Ardenne avec la Lorraine et l'Alsace, telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on supprime un rectorat, je ne suis pas sûr qu'on supprime des CHU et je ne le souhaite pas sur mon territoire pour une question de service public vis-à-vis de mes concitoyens. Donc on ne fera pas d'économie. Et hier, qu'est-ce que l'on a entendu? Des fédérations d'intercommunalité. Alors, si j'ai bien compris, il va y avoir 3 niveaux. On rajoute une couche administrative. Dans les départements ruraux, on va garder les départements. Enfin, dans les zones rurales, garder les départements. Mais dans les zones urbaines, on va peut-être supprimer les départements et faire des fédérations d'intercommunalité. Enfin, bref, c'est un boulgui-boulga qui nous est proposé. Génération Casimir chez les parlementaires. Mais Casimir a eu 40 ans hier, vous voyez, c'est dans l'actualité. Merci Arnaud d'être venu une nouvelle fois sur le Salon CE. On vous attend pour la prochaine édition. Eh ben, avec plaisir. Pour reparler d'actualité, parce que politique qui monte, vous êtes venu chez nous jeune député, aujourd'hui député maire de Reims. Qui sait demain? Peut-être ministre? Moi, je n'ai pas de carrière toute tracée en politique. Moi, ce que je souhaite, c'est servir le mieux possible l'intérêt général et notamment mes concitoyens et en tout cas remplir la mission qu'ils m'ont confiée. Mais c'est avec plaisir, bien sûr, que je reviendrai. Il y aura des sujets concernant la protection sociale et on pourra peut-être débattre notamment de la loi de santé publique qui va avoir un impact pour nos concitoyens, mais également pour l'ensemble du monde des salariés de notre pays. Ok, merci Arnaud. À bientôt. Bon.